Donc, comme je disais, je vais présenter 4 types de punitions positives. Donc, la réprimande. Donc, pareil, la réprimande, elle a un sens un peu particulier en ABA qui n'est pas celui du sens commun. Donc, le principe, c'est que suite à un problème de comportement, la personne donc, qui punit, elle va se mettre proche de la personne qui vient d'émettre le trouble du comportement. Elle va donc se mettre proche, c'est-à-dire au niveau de la distance, ça va être de visage à visage, il va y avoir moins d'1 mètre. Éventuellement mettre ses mains sur ses épaules, établir un contact oculaire et prononcer fermement « non » ou « stop » afin de marquer un arrêt et créer un effet un peu de... Bien sûr, qui n'est pas agréable, mais de surprise, dans le but que le comportement s'arrête et ne se reproduise pas par la suite. C'est quelque chose qui peut être utilisé pour des... Enfin, je sais que j'avais déjà été dans une équipe où on l'avait utilisé pour un enfant qui se tapait la tête. Donc le fait de venir proche de lui, de lui dire non, de lui dire stop, pour pouvoir diminuer ce problème de comportement. Attention, quand je dis fermement, c'est pas crier. Hormis quand il y a un danger, il n'y a rien qui justifie qu'un intervenant éducatif crie sur un enfant. Hormis, si l'enfant traverse la rue et qu'il y a danger, là, on peut crier « non, attention » ou quelque chose comme ça. Sinon, il n'y a rien qui justifie qu'on élève la voix sur un enfant. Et on veut en plus surtout pas que l'enfant il apprenne à nous écouter parce qu'on crie. Il faut qu'il apprenne à nous écouter parce qu'on lui a parlé. Alors, l'effet de la réprimande, c'est forcément, comme toute punition, si elle est trop fréquente, on aura juste un effet d'habituation et une perte progressive de l'effet. Si c'est la seule forme d'attention qui est disponible, ça aura sans doute un caractère renforçant. Donc il faut bien veiller que quand on met en place une procédure de réprimande, mais bon, il faut y veiller dans tous les cas, procédure de réprimande ou pas, comme on en a parlé dans le module 1, qui est un environnement riche en activités intéressantes, mais aussi en attention de la part des adultes, des personnes qui s'occupent de l'enfant. Et puis, c'est au moins, bien sûr que ça a combiné avec des procédures proactives, avec l'enseignement de comportements adaptés, etc. Mais c'est au moins à combiner avec des encouragements fréquents des comportements adaptés. Parce qu'à nouveau, on se focalise sur le comportement inadapté. Donc il faut au moins se focaliser autant sur les comportements adaptés. Au quotidien, des parents avec leur enfant, ils peuvent avoir recours à la réprimande plus ou moins fréquemment. Ce qui est recommandé, on va dire dans l'idéal, c'est que effectivement les parents ils aient au moins autant d'encouragement, de remarques positives envers leur enfant, au moins même bien plus normalement que de réprimandes, que les réprimandes elles soient légères pour des comportements problématiques mais pas très importants, et qu'il y ait des réprimandes fermes rares pour des comportements problèmes importants. On va dire ça, c'est un petit peu ce qui peut être recommandé au niveau d'une application. Parce que bien sûr qu'un parent fait ce qu'il veut avec un enfant, c'est pas un intervenant éducatif extérieur qui ne doit jamais élever la voix, etc. Après, il y a des pratiques plus ou moins recommandées. Alors, j'ai présenté la réprimande. Une deuxième forme de punition positive, c'est ce qu'on appelle le blocage de la réponse. Donc là, le principe, c'est d'intervenir physiquement dès le début de l'apparition du problème de comportement, du comportement problème, pour en fait que la personne elle n'ait pas accès à la conséquence qu'elle recherche. On bloque l'achèvement de la réponse. Et je vais donner un exemple pour que ça prenne du sens. Un enfant qui a des mises en bouche chroniques de la main, on peut justement bloquer la mise en bouche. Du coup, il n'a pas, si en tout cas il y a du renforcement sensoriel en jeu, il va pas pouvoir accéder à ce renforcement sensoriel, soit au niveau de la main, soit au niveau de la bouche. Donc c'est une procédure que j'ai déjà utilisée effectivement dans ce cadre en fait de mise en main chronique de mise en bouche chronique de la main.
c'est souvent utilisé pour les automutilations parce qu'on veut effectivement pas que la personne parvienne à se faire mal. Parfois pour les autostimulations, comme je viens de l'expliquer. Et puis, comme je l'avais précisé pour l'extinction, là je refais rapidement le point, c'est différent de l'extinction sensorielle. Dans le sens où là, la personne, elle est bloquée dans sa réponse et elle n'a pas accès à la conséquence. Alors que dans l'extinction sensorielle, la personne, elle va jusqu'au bout de sa réponse, mais on fait en sorte qu'elle n'ait pas accès à la sensation recherchée. On se souvient d'allumer, éteindre la lumière, on dévisse l'ampoule. Elle peut quand même avoir son comportement d'allumer, éteindre, mais elle n'aura pas ce qu'elle recherche, à savoir cette lumière qui fait on-off, on-off. Voilà. Donc utilisation si jamais on doit mettre en place le blocage de la réponse. Il faut utiliser le moins de contact physique possible, tout simplement parce qu'on ne veut pas rentrer dans la petite guéguerre, on va dire, ni dans des comportements d'opposition, parce que parfois un blocage peut amener la personne à vouloir réagir, donc on devra bloquer plus, et puis ça peut être une escalade. Donc c'est surtout pas ce qu'on souhaite. Et si je reprends l'exemple de la mise en bouche de la main, on va pas faire ça en fait, on va pas... c'est trop intrusif. On va essayer juste peut-être au niveau du poignet ou au niveau des doigts, de mettre notre main. Mais on va essayer toujours d'avoir le moins de surface de contact possible, d'avoir, si possible, juste des contacts et pas des tenues, en fait, des membres. Et après, si on est concerné par des troubles du comportement assez graves, où la personne elle peut se jeter au sol ou vraiment sauter sur des gens pour les mordre, les agripper, et tenter d'arracher la peau, mordre la poitrine, certains enfants, c'est des comportements qu'ils peuvent avoir. Là, il faut vraiment se former à des techniques de gestion de crise. Il existe par exemple un organisme qui s'appelle PCMA, donc c'est Professional Crisis Management Association. Donc ils forment du personnel en contact avec des personnes qui ont des troubles du comportement sévère à avoir des méthodes d'intervention de blocage en fait qui soient qui se fasse dans un cadre éthique, qui explique aussi comment, quel degré en fait de blocage on doit mettre en place, quels indices on va donner à la personne pour montrer que si elle est calme, ça y est, on peut continuer ce qu'on faisait. Et donc là, c'est important de gérer, parce qu'en fait, on peut facilement faire mal sans le vouloir. On ne se rend pas compte que parfois on est déjà dans de la contention alors qu'on ne le souhaite pas, mais juste bloquer un bras derrière, c'est déjà... si la personne elle force, elle va se faire mal. Donc on est déjà dans de la contention. Donc il faut vraiment avoir des connaissances sur, au niveau physique, en fait, les gestes qui font mal, qui font pas mal. Et vraiment, si on a des troubles du comportement sévère, c'est indispensable de se former à ce type d'intervention. Et donc, les effets possibles du blocage, c'est bien sûr, comme je disais, des agressions possibles, surtout si c'est assez intrusif comme blocage, et puis des résistances physiques. Ensuite, donc troisième application possible de la punition positive, c'est la surcorrection. Alors le principe, c'est que la personne, elle doit s'engager dans un comportement qui demande des efforts et qui est suite au comportement problème. Donc il y a deux types de surcorrection que je vais décrire. Donc la surcorrection restitutionnelle et la surcorrection par pratique positive. Et on peut aussi, il existe aussi la correction simple que je vais présenter rapidement, mais qui est assez évidente. Donc la correction simple, en fait, c'est que la personne, elle répare les dommages qu'elle vient de causer dans son environnement. Par exemple, je renverse mon bol de lait, tout simplement, je nettoie le lait qui est répandu par terre et je ramasse mon bol et je remets, en gros, je remets l'environnement dans l'état où il était avant que mon bol ne se renverse. On utilise la correction simple dans les cas de comportement non sévère. Là, en plus, j'imagine que renverser le bol de lait n'était pas forcément intentionnel et c'était peut-être maladroit. Il ne va pas avoir forcément une visée éducative. C'est juste après, on répare les dégâts qu'on a fait comme n'importe qui parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit quelqu'un d'autre qui les répare à notre place.
pour des comportements peu fréquents, non délibérés, comme je le disais, et puis qui interfèrent peu avec les activités en cours ou qui dérangent peu l'entourage, l'environnement présent. La surcorrection donc, restitutionnelle, c'est réparer le dommage causé par le comportement défi et au-delà. Si on prend l'exemple d'un enfant qui jette son puzzle pour diverses raisons, il faudra en définir la fonction, on lui fait ramasser toutes les pièces du puzzle, mais aussi peut-être ranger les autres jouets qui traînent dans la salle. Donc l'idée, c'est qu'il doit réparer. Il y a une correction simple à laquelle s'ajoute le fait d'étendre le comportement, la réparation au-delà du dégât occasionné. Voilà. Et puis il y a la surcorrection par pratique positive. Alors là, le but, c'est que l'élève il doit répéter la forme correcte du comportement plusieurs fois. La forme correcte du comportement ou un comportement incompatible au comportement défini, pendant un temps ou un nombre de fois défini. C'est quelque chose qui peut être parfois utilisé dans des programmes de propreté. Donc quand on entraîne l'enfant à devenir propre, à ne plus faire pipi dans sa culotte. Donc je précise quand même que ça ne doit pas du tout être utilisé de manière systématique dans un programme de propreté, mais si des pratiques qui n'incluent pas de punition, et on a essayé beaucoup de choses sur le versant du renforcement, ne fonctionnent pas, alors on peut envisager d'inclure une composante de pratiques positives. Pour rester dans l'exemple justement des accidents de pipi, si l'enfant il fait pipi alors qu'il est censé normalement aller aux toilettes et qu'il se fait pipi dessus, ce qu'on va faire, c'est que bien sûr on va le changer, mais il va devoir aussi peut-être aller nettoyer un endroit où il a fait pipi, que ce soit sa chaise au sol, aller nettoyer l'éponge, revenir et faire ça 5 fois par exemple. Donc c'est pareil, l'idée c'est que on montre en fait on demande un effort à la personne qui a un lien avec le problème de comportement qu'elle vient d'avoir. Ou alors on peut aussi l'amener plusieurs fois à venir s'asseoir sur les toilettes en lui disant c'est là qu'on fait pipi. Alors, la surcorrection, comment l'utiliser? Donc pareil, comme pour tout de suite de punition ou de renforcement immédiatement après le comportement défi. Il faut décrire à la personne la séquence de comportement attendu. Par exemple, lui dire là tu viens de jeter ton puzzle, donc tu ramasses le puzzle, mais tu dois aussi ramasser les voitures qui traînent, les poupées et puis l'autre puzzle qui est là-bas. Il faut bien sûr surveiller la séquence, qu'elle se déroule effectivement jusqu'à son terme. On va donner des aides minimales. Pareil, on va interagir le moins possible avec la personne. On ne va pas lui dire que c'est bien, comme elle est en train de réparer ce qu'elle a fait, parce qu'on ne veut pas que ces comportements se reproduisent, donc on ne va pas mettre beaucoup d'attention dans cette procédure. Et puis, à la fin de la procédure, on ne renforce pas. Donc on ne va pas... on reprend là où on en était, on va dire, avant que le problème apparaisse, mais on ne va pas dire « super, t'as rangé tout ce que je t'ai demandé ». Non, on a demandé ça, la procédure se déroule, on porte assez peu d'attention, on donne des aides minimales s'il faut pour que la personne enchaîne, et puis on continue là où on en était. Les limites de la surcorrection, c'est que c'est coûteux en temps et en surveillance. Donc, je reprends l'exemple des accidents pipi. Si l'enfant donc, il doit aller plusieurs fois sur les toilettes et essuyer essuyer plusieurs fois là où il a fait pipi, le petit manège il prend quand même un certain temps, et puis la personne elle doit être bien sûr présente pour s'assurer que la procédure aille jusqu'à son terme. S'assurer aussi que la tâche de surcorrection, elle n'est pas renforçante. Il y a des enfants qui aiment beaucoup ranger, il y en a qui aiment beaucoup essuyer.
auquel cas ce ne sera pas du tout adapté parce que, bon, on le voit assez rapidement, un enfant qui aime bien ramasser, il vient de jeter son puzzle, on lui fait ramasser. Ok, on recommence, donc où on en était dans le puzzle. Et il le rejette, il a l'air très content, il se lève très rapidement pour aller ramasser. Bon, c'est que... Après avoir, hein, il y a des enfants qui cherchent vraiment un peu nous tester, donc peut-être pas qu'il aime et il cherche juste à voir notre réaction. Mais pour un certain nombre d'enfants, ça peut avoir un caractère renforçant et donc, bien sûr, faut éviter de l'utiliser. Et puis si donc, la surcorrection, elle entraîne elle-même des comportements des filles parce que l'enfant, il émet des résistances à s'engager dans le rangement, par exemple. On lui a demandé de ramasser son puzzle et les autres jouets, et il se met en opposition, il ne veut pas les ramasser. Alors là, on va rentrer, voilà, c'est un comportement des filles qu'on essaie de punir qui engendre d'autres comportements des filles, puis ça va être une spirale pas souhaitable, et donc ça va pas être une procédure de choix si on a des enfants qui sont assez peu coopérants. Et puis d'ailleurs, oui, c'est vrai que la surcorrection, typiquement, elle peut être utilisée avec un profil d'enfant qui est assez coopérant. Et c'est assez étonnant, parfois, on a des enfants qui peuvent avoir des comportements défis assez importants et parallèlement, ils vont être très coopérants quand on va leur dire de faire ça, ou réparer ça, ramasser ça. Ils vont être très coopérants, même s'ils n'aiment pas du tout ça. Et la dernière forme donc, de punition positive que je voulais présenter, ça s'appelle l'exercice contingent. Donc ça ressemble à la surcorrection, donc, dans le sens où juste après le comportement des filles, la personne elle doit faire un comportement qui lui demande des efforts, mais dans le cadre de l'exercice contingent, contrairement à la surcorrection, le comportement qu'on attend de la personne, il n'a pas de lien avec le comportement des filles. Donc, si je reprends l'exemple d'un enfant qui a jeté son puzzle, je ne vais pas lui demander donc, de ramasser les pièces de son puzzle, je vais peut-être lui demander je peux prendre cet exemple, même si bon, ce serait peut-être disproportionné par rapport justement à un jet de puzzle, mais on va lui demander de défaire des nœuds, sachant qu'il n'aime pas vraiment ça, de défaire des nœuds sur un lacet, de défaire 5 nœuds sur un lacet, par exemple. Et donc, ça n'a rien à voir, ou c'est le principe quand, je pense que c'est des choses qui peuvent être utilisées dans des entraînements sportifs, hein, tu fais pas correctement l'exercice, tu fais 10 pompes, voilà, ça n'a pas beaucoup de lien de faire des pompes avec l'exercice qu'on était en train de faire, mais c'est une forme d'exercice contingent, c'est juste on demande de faire des efforts suite à un trouble du comportement. Et justement, donc ça c'est un exemple réel, hein, c'est un enfant donc, qui crachait en fait, et en plus c'était compliqué parce qu'il crachait sur les trajets dans le taxi qu'il ramenait de l'école au domicile, et donc forcément le chauffeur de taxi n'était pas spécialement formé à des pratiques éducatives avec les enfants autistes, et puis il avait autre chose à faire que... il conduisait en fait, hein, donc il ne pouvait pas vraiment gérer la situation. Et donc voilà, l'équipe éducative a bien réfléchi, a mis en place le fait que quand il crache, il doit défaire des nœuds, et ça a très bien fonctionné. Donc la punition positive comme la punition négative, l'effet doit être très rapide. Il faut qu'en 2-3 séances, 2-3 fois où ça se produit, le comportement il est diminué significativement. Hop. Alors, au niveau de l'utilisation, comme pour la surcorrection, l'exercice contingent, il demande la coopération de la personne. Et puis, donc, il ne doit pas être une activité préférée de la personne. En ce sens, avant de mettre en place un exercice contingent, on fait ce qu'on appelle une évaluation des punisseurs, entre guillemets, c'est-à-dire on essaye de tester des petites choses... bien sûr non dégradantes, des petits exercices qui peuvent avoir un caractère non agréable pour la personne. Donc pour cet enfant, défaire des nœuds, c'était quelque chose qu'il n'aimait pas. Et donc, une fois qu'on a un petit peu vu ce que la personne peut ne pas aimer, on choisit parmi les différentes idées un type d'exercice. Alors,
Donc j'ai présenté 4 procédures qui peuvent être utilisées. Pour conclure quand même sur la punition positive avant de passer aux considérations éthiques, mais pour faire un lien quand même. Donc la punition positive, ça doit être un traitement de dernier recours. Je pense, hormis le blocage de la réponse, où là, ça peut être mieux vraiment de bloquer des réponses qui peuvent soit faire mal à la personne elle-même, soit à quelqu'un d'autre. Mais sinon, vraiment venir ajouter une conséquence aversive, c'est un traitement de dernier recours. Il faut avant ça avoir utilisé donc toute la gestion des antécédents, forcément, toutes les procédures qui reposent sur du renforcement différentiel, sur des approches plus positives en fait pour l'enfant. Et quand tout ça a échoué, alors on peut avoir recours à des procédures de punition. En revanche, elle peut quand même intervenir, on va dire, de manière privilégiée quand on est en présence de vraiment troubles graves du comportement. Si on a, par exemple, des automutilations graves ou des mises en danger de soi, alors là, on ne va pas attendre de mettre en place notre petite gestion d'antécédents, le renforcement différentiel qui va prendre un petit moment à faire voir ses effets. Non, il faut vraiment agir vite. Et là, ça peut être une réponse qui ne va pas être donnée seule. On va toujours la combiner avec du renforcement et forcément gestion d'antécédents, etc. Mais elle peut faire partie de la combinaison d'interventions proposées d'emblée. Voilà. Donc, comme je disais, elle est toujours combinée à d'autres interventions. Il faut être préparé aux effets secondaires négatifs. Les effets de la punition, surtout positifs, ils doivent être importants. Donc, on doit avoir vraiment une baisse marquée du comportement des filles et rapide. Si à l'issue de la deuxième session, où on met en place de la punition négative, on ne voit pas justement cet effet marqué, on arrête et on se remet en question. On ne prolonge pas au-delà de 2 sessions de test, de mise en place. Et la punition positive, on comprendra que pour des problèmes éthiques, il y a assez peu de recherches qui sont menées. C'est-à-dire que c'est difficile de dire, pour les besoins de la science, nous allons appliquer des procédures aversives. Voilà. Bien sûr que, vu que c'est assez peu éthique de faire ça à des personnes un peu prises au hasard, il y a assez peu de recherches qui sont menées et ça pose le problème que quand justement on a essayé tout ce qui fonctionne, tout ce qui est, sur un versant plus positif, la gestion d'antécédents, le renforcement différentiel, renforcer les comportements alternatifs, tout ça, et que on n'a pas eu de résultat, et notre dernier recours, il doit être efficace. Et donc, c'est quand même important de connaître en fait les principes de la punition et surtout de connaître comment l'appliquer efficacement pour tel type de comportement. Qu'est-ce qu'on peut essayer qu'est-ce qu'on peut essayer par rapport à ce que dit la littérature. Et le fait d'avoir assez peu de recherche limite aussi ce recours de la dernière chance de lui donner toute son efficacité. Je précise que la punition, mais aussi même l'extinction, elles doivent être, je l'avais précisé pour l'extinction, je le reprécise pour la punition, elles doivent être pratiquées sous la supervision d'une personne qui est formée à l'utilisation de telles procédures et qui connaît parfaitement les effets qu'il peut avoir, donc tout ce que j'ai décrit, les effets secondaires, et qui le fait en toute connaissance de cause, qui a vraiment bien en tête les règles d'éthique, qu'on essaye d'abord tout ce qui est moins intrusif avant d'avoir recours à la punition. Donc voilà, ça ne se fait pas à la légère et ça nécessite vraiment que les gens soient bien formés et avertis pour mettre en place ce type d'intervention.